républicain, vous en avez 96 transmissions de femmes chaque année sur les jeunes, cela pour la question de la sous-développement. Et ça, pour nous, c'est prioritaire, et c'est la raison pour laquelle nous avons tout fait pour débarrasser notre pays de gens qui parlaient beaucoup, mais qui n'agissaient pas réellement pour permettre la mutation que nous avons besoin sur le plan démographique, sur le plan économique, mais aussi de changer. Il y a quelques semaines, nous avons beaucoup communiqué sur la nécessité d'avoir une réunion stratégique. Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de lisibilité au niveau des différentes politiques mises en place. J'ai eu l'occasion au niveau de l'exposé de démontrer que les indicateurs étaient tout bougés. Aujourd'hui, il faut qu'il puisse y avoir beaucoup plus de lisibilité et non pas que nous puissions traiter notamment les grands dossiers qui concernent le pays en urgence. Dans ce sens, on dit qu'il faut avoir une vision globale, pouvoir anticiper, avoir une vision globale et ce qui nous permettra donc de mettre en place des stratégies. Forcément, les stratégies vont déterminer donc, les priorités. Et c'est en ce sens que tout au long de la campagne et dans notre projet, nous disions qu'il fallait un nouveau modèle économique, car il est vrai, quelle que soit la nature des différents problèmes existants sociaux et autres, mais l'aspect économique est primordial. Je crois que Julien Mérignon l'expliquait, puisqu'on peut voir les dérives que cela peut causer au niveau de la violence et au niveau des familles et autres. Ça, c'est un nouveau modèle économique basé sur les potentialités, les atouts au niveau de la Guadeloupe. Et c'est pour cette notion de région stratège dans toute sa dimension. Parce que nous avons donc des atouts qui ne sont pas suffisamment valorisés. Je prends dans le domaine touristique, les Guadeloupéens aujourd'hui n'ont pas la perception de quel choix touristique qui a été mis en place au niveau de la région. Mais un choix au niveau de la région se décline au niveau donc, des communes, au niveau donc, des communautés d'agglo, mais aussi au niveau de la population. Il faut avoir une vision globale. Cela ne concerne pas seulement l'hébergement, cela concerne le transport, cela concerne l'eau, cela concerne l'environnement, la propreté, l'énergie. Et c'est cette vision globale qui va pouvoir donner une cohérence au niveau donc, des actions, au niveau donc, de la région. Dans ce sens, on dit région stratège, mais aussi qui nécessite un nouveau mode de gouvernance. Et d'ailleurs, la personnalité, la volonté donc, du président, c'est une bonne chose, puisque de permettre à ce que cette gouvernance soit plus collégiale et que les Guadeloupéens soient plus impliqués. Et sur ce point-là, je prendrai un exemple. Hier, on a eu à voter en plénière concernant l'octroi de mer. Lorsqu'on voit l'octroi de mer, un élément fondamental par rapport, je veux dire, sur le plan fiscal pour la recette qui commune, mais aussi d'accompagnement au niveau économique. Il nous faut une plénière en toute urgence pour revenir sur une situation parce qu'il n'y avait pas eu suffisamment de concertation avec les acteurs économiques. Mais qu'il n'y a pas suffisamment de concertation, c'est difficile de mettre en place une stratégie, mais pas une stratégie sur une année haute, mais sur une stratégie sur du long terme, de manière à ce qu'au niveau économique, cela puisse avoir toute sa performance. Mais si on prend encore ce dossier, si vous faites un sondage, vous allez voir que très peu de Guadeloupéens, voire d'élus, maîtrisent cette notion de régime ou d'octroi de mer, alors que c'est un élément fondamental. Donc cela nécessite qu'il puisse y avoir beaucoup de transparence, beaucoup plus de communication, d'information, mais beaucoup plus de concertation, de manière à ce que nous puissions mieux affiner les différentes stratégies et être plus performants. Il est vrai que la question institutionnelle a été posée, puisque lorsqu'on veut mettre en place un modèle économique basé sur les atouts, les potentialités de ce territoire, forcément, on peut être confronté à ce problème politico-juridique. Mais il faut qu'on soit conscient qu'aujourd'hui, toutes les fois où cette question a été posée, il y a eu tout type de pollution. Tout type de pollution, de manière à ce qu'il puisse pas y avoir un raisonnement, une analyse objective par rapport à cette question. Mais il vient d'y avoir une élection régionale où Change d'Avenir ne s'est pas engagé sur ce problème d'évolution institutionnelle. Et soyons conscients, j'ai lu un Mérignon le disait, depuis 1635 que cette question se pose,
je ne pense pas que nous allons nous arrêter de se poser cette question en 2016. Faudra-t-il penser aujourd'hui à une disparition des partis politiques d'élection? Est-ce qu'aujourd'hui l'idéologie a pris sa place dans le discours? Est-ce que le pouvoir politique aujourd'hui n'est-elle pas supporté par le pouvoir financier qui nourrit le système politique? Alors bonjour à tous et à toutes, je suis étudiante en master politique au GAGI. Donc ma question s'adresse à monsieur et aussi à monsieur le vice-président de la région, monsieur Richard Luce. Donc ma question en fait c'est qu'au début des élections, M. Richardus, vous êtes présenté en tant que sans étiquette. Donc moi j'aimerais comprendre un peu pourquoi vous avez fait le choix de vous mettre avec le GUSR, première alliance, sachant que vous étiez 43e sur la liste du président sortant. Et aussi, ma question, c'est comment vous définissez-vous en tant que sans étiquette? Puisque sans étiquette, selon la définition classique, c'est un candidat qui a un programme personnel, d'accord, et qui n'appartient pas à un parti politique. Alors, le choix du GUSR en tant que parti, est-ce que c'était par exemple le plus, celui qui répondait le plus aux attentes des Guadeloupéens? Merci beaucoup. Alors, je suis nous remarquer. Alors, monsieur, la question est tout à fait intéressante. Je voudrais les quelques notes. Mais on n'a pas invité aujourd'hui officiellement le président. Si vous réagissez, monsieur. Ce qui est invité, c'est monsieur Lebar. Si je suis invité, ok. Voilà, très bien. Des petites interventions ailleurs? Ok, je n'entends pas. Ok, allez-y. Passe à votre parole. Je voudrais poser une question à M. Francis Carole. Je pense que la question doit être aussi Alors ma question s'adresse à M. Francis Carole et elle peut s'adresser aussi à M. Guy Lostar. Donc dans votre introduction, M. Carole, vous avez parlé un peu de l'université. Donc, la question, on a bien vu, vous avez aussi parlé des différents problèmes qu'il y a à l'université, tout le monde est au courant. Mais je voudrais avoir votre vision sur la coopération universitaire, étant donné que vous avez dit qu'il fallait remettre la coopération entre la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe. Et donc, je parle de la coopération universitaire, singulièrement entre la Martinique et la Guadeloupe. Donc, l'Université des Antilles. Monsieur Guilos a fait allusion au pôle indépendant pour cette université. Et donc, mon sentiment actuellement, c'est que ça ne fonctionne pas tellement bien. Donc, oui. Alors, est-ce que vous avez décidé d'ailleurs de voir l'université, l'apport de cette université, et particulièrement en termes d'innovation pour les deux territoires, le Bagnol et Consolé, pour assurer l'indépendance des fonds, plutôt l'autonomie de
c'est pas l'université. C'est ça la question. Merci. Alors, on va pour question maintenant. Sauf si ça correspond à la question que vous avez. Je ne sais pas. Oui, ce que je voulais dire, je vous remercie d'avoir envoyé l'affiche, et que le thème c'était quelle perspective en bâtiment citoyen. Et ce que je regrette, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas de perspective. On a des propositions très vagues qui correspondent à une suite de campagne électorale. Il n'y a pas de perspective. Il faut savoir ce qu'on va faire concrètement, tant sur le plan économique, même si c'est économique concrètement, c'est bon, va être précis. Et surtout pour cette fameuse relation entre le centre et la périphérie. Pour moi, c'est une suite de la campagne. Tous les propos précédents, c'est une suite de la campagne. Là, maintenant, la campagne est terminée. Les gens qui sont là, totalement les élus, doivent donner quelque chose de décision précisément pour comprendre, notamment sur notre domaine. Merci. Et une dernière question, avant de terminer. Est-ce que les gens qui sont là croient vraiment que le politique peut influer sur l'économie? Est-ce que le politique, là, sur le sens peut influencer réellement sur l'économie? Les idéologies qui seraient remplacées par la finance. Une question comme ça. Et puis, des questions sur ces étiquettes. On les rejette et ça empêche le pays d'avancer. Les forces en présence, on revient sur ce qu'elle a dit, parce que, vous savez, on va toujours mis à gauche, un moment me met à droite, peut-être qu'on ne va pas encore mis en régionaliste. En 2008, quand je me suis entré en politique, j'ai toujours voulu être sans étiquette parce que je me suis dit, il y avait un combat gauche-droite à l'époque avec d'autres, mais tout le monde voulait travailler pour le pays. Je suis resté sans étiquette. On vient de la presse m'a attaqué à gauche et à droite. Je suis resté toujours sans étiquette. Le cursus, on travaille ensemble. Madame Panchard, vous parlez de monsieur Losbar. Ce qui est important, c'est de travailler pour le pays, quelle que soit l'étiquette. C'est ce combat qui a fait qu'aujourd'hui on entend le problème. Parce que vous êtes de gauche, on ne vous donne pas. Parce que vous êtes de droite, on ne vous donne pas. De vous donner une liste de Guadeloupéens qui veulent travailler. Ils doivent vraiment s'imprimer pour la Guadeloupe. Donc, si on n'arrive pas à s'écrire, on a un réel problème dans ce département. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir faire avancer les dossiers de la Guadeloupe. Et c'est pour cette raison, comme je le dis, que je suis et je reste sans étiquette. En 2000, dernières élections municipales, 90% des candidats, même ceux qui étaient encadrés, se sont présentés sans étiquette. Et pourtant, le dégât de Charles, par mon côté, mais tout est même côté de Charles, au dernier municipal. Donc c'est pour vous dire que pour moi ça ne sert à rien et on se rend compte aujourd'hui que les autres s'effritent, que ce soit gauche, que ce soit droite. Et je suis très content d'avoir entendu qui dirige le Parti socialiste en Guadeloupe. On le sait très bien. Et je vous dirai comme un petit mot sur la presse pour dire une seule chose. J'ai apprécié aussi l'intervention. Il faudrait que les presses vraiment fassent leur travail. Il faudrait aussi que les forces en présence de l'homme du pouvoir arrêtent de menacer la presse. Car je peux le dire, je le confirme, je le dis, vous savez, en bas même, nous on touche en bas. Il faut aller dans un pays là, si vous ne pas marcher seulement, on a sanctionné. Ça nous a retardé. Et c'est ce qui est arrivé sur les sondages qu'on n'a pas passé sur tellement de choses, d'autres choses. Mais quand il s'agit de petits jeunes qui tuent, qui violent, on s'empresse rapidement d'en parler, de faire une publicité. Que la presse fasse son travail pour faire évoluer et montrer le Guadeloupe. Et je le dis, nous ne fonctionnerons pas comme cela pour imposer à la presse ce que nous voulons. Si on parle là, nous pas sanctionner, je le dis fort ici. Alors je vous souhaite tout bon travail. Merci encore. Et comme le disait le soir, hier j'ai lancé l'appel, c'est vrai. Il faudrait que ce soit sur l'aspect la candidature, peut-être aussi dans les îles, que nous fassions, et même pour vous aussi, un très gros travail, une très grosse confiance, réellement, sur le groupe balnéaire. Parce que beaucoup de Guadeloupéens ne savent pas ce que c'est. Beaucoup de Guadeloupéens. Merci à vous. Donc on continue. Il y a une question qui a été posée à Francis Carole sur la
peut-être discutable et discuté. Je ne sais pas quelle est la vérité. Hein. Ici, on n'est pas dans le domaine des vérités, on est dans le domaine précisément du débat. Je le trouve pertinent, moi. Je trouve pertinent de dire que nous pouvons créer un espace politique que je considère comme étant un espace d'une souveraineté qui est locale, qui ne remet pas fondamentalement en cause la souveraineté nationale, mais qui a besoin de pouvoir disposer des moyens de développement qui seraient endogènes. Est-ce pour autant, quand on a la souveraineté locale, qu'on gomme les différences? Mais ce ne sont pas les mots qui gomment les différences. Là, il peut y avoir ici la légende, ça ne change rien. Ça ne change rien qu'aujourd'hui, nous avons effectivement, à mon avis, plus intérêt à nous rapprocher à ce que je considère comme étant des valeurs essentielles. Et moi, je me base sur des valeurs, je ne me base pas sur des idéologies, donc pour la plupart, si vous voulez, aujourd'hui, sont à mettre, si vous voulez, au cimetière, parce que moi, elles n'ont plus de pertinence. Je me base pour des valeurs. Et les valeurs qui sont les miennes, au premier titre, la responsabilité personnelle, collective, individuelle, collective. Je me bats pour l'identité. Je me bats pour, si vous voulez, l'initiative, l'audace. Voilà les raisons de mon combat. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut pouvoir déterminer l'engagement politique et non au-delà de certain nombre de dogmes, si vous voulez, qui aujourd'hui sont le plus dogmatiques. On a des dogmes qui sont dogmatiques. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir des références. Moi, je sais que j'ai des références qui tiennent à mon histoire personnelle, à mon parcours personnel, etc. Qui tiennent à un certain nombre de choix que j'ai effectués et que je ne renierai jamais. Mais, pour autant, si vous voulez, je dis, aujourd'hui, il y a des valeurs qui doivent nous rassembler. Et il y a des stratégies qui doivent être mises en place autour d'objectifs qui sont de plus en plus, et c'est pourquoi le terme nous convient, aller dans le sens de souveraineté locale assumée. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Et je dis que la question de droite-gauche, à mon sens, aujourd'hui, elle est notamment dans les pays comme les nôtres. Ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas de sens, je ne veux pas dire cela. Mais en fait, elles n'ont pas été faites pour nous. On les a habitées. Mais ça n'a pas été fait à partir des problématiques de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. C'est question de droit. Elles ont été faites à partir de problématiques qui se situaient ailleurs, sur d'autres terrains. Alors, qu'il y a un caractère universel dans le certain nombre de populations, certainement. Mais je dis, nous, sachons rester nous-mêmes, sachons nous vivre nous-mêmes, sachons vivre nous-mêmes avec nos propres problématiques. Voilà ce que je veux dire. Il fallait un maximum d'autonomie.
la Saint-Martin qui ont peut-être une plus grande ouverture d'esprit pour traiter cette question, et bien ils vont se rencontrer, ils vont discuter. Et bien, je ne voudrais pas aller au plus parce que c'est une question extrêmement sensible. Il faudrait qu'on trouve la solution la plus adaptée aux intérêts des uns et des autres, aux intérêts de l'autre. Sans autant plus, je merci. Alors, on va une dernière, pas de questions, et après, on va devoir conclure. Ah oui, une dernière. Sur la stratégie, parce qu'on trouvait que nous n'étions pas assez précis. Ce que je voudrais préciser avec mon point, c'est que dans le moment où je me positionne, je sais très bien que la Martinique a le potentiel, et même si cela m'est essoufflé par de l'ancienne majorité régionale qui est Jean Pouzol. Donc il écrit un excellent livre sur l'économie de niche. Je crois que les deux livres sont capables de sortir cela, notamment dans les domaines de la géothermie. Ils sont capables de produire que ce n'est pas la dimension de territoire qui en fait la richesse. Il n'est de richesse que l'homme. Donc de ce là-dessus, vous avez un avantage peut-être le nombre de nous. Ce qu'il y a, ce que je voudrais dire pour ce qui est des choix stratégiques, j'ai exposé tout à l'heure la nécessité pour nous de nous positionner pour devenir une force extrêmement efficace sur le plan local pour pouvoir désormais peser sur les politiques de développement de notre propre territoire. Et cela passait par le choix que nous avons fait, mais en conscience, sachant qu'avec les partisans de l'article 74, qui était pour une plus grande autonomie, notre position est de dire que nous avons la même destination. Seulement, nous ne voulons pas prendre le même chemin. Nous croyons qu'il y a lieu de se construire une force, parce que lorsque vous êtes dans le 74, vous ne bénéficiez plus des mêmes financements. Et quand on connaît l'état de nos sociétés, d'ailleurs c'est vrai pour la Guyane comme ça l'est pour la Martinique et la Guadeloupe, je n'imaginais pas qu'on puisse bouleverser la structure économique et sociale en mettant brutalement les gens dans des situations de salariat instables. Et je reste convaincu que progressivement, en réorientant nos dépenses, en adoptant de nouvelles méthodes de travail, d'approche de notre société, notamment, au lieu d'essayer de courir, dans le cas de la Guyane après le retard, nous avons fait le choix, dans un premier temps, d'établir un bilan diagnostique de notre territoire. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a amené à négocier avec le pouvoir de l'époque la décomposition de la circonscription unique de la Guyane en plusieurs sections, afin que tous les territoires soient représentés. C'est notre différence. Nous avons à bâtir une Guyane des territoires. Chacun, là où on peut considérer que Martinique doit nous ont un enjeu territorial, nous en Guyane, nous avons des enjeux territoriaux. Et ces enjeux territoriaux et ces territoires recouvrent des identités différentes. Nous avons des Bushinengue, je ne sais pas si toute l'Assemblée sait ce que sont les Bushinengue, les communautés Bushinengue, ce sont ce qu'on appelait ici, dans la Caraïbe, les Cimarrones. Ce sont des communautés qui se sont retournées en forêt, qui se sont reconstituées pour échapper à l'esclavage, venus d'abord du Suriname. Nous avons des communautés premières, les Amérindiens, qui ont des territoires, qui ont une vision du monde qui n'est pas celle de la société créole. Nous avons une société créole extrêmement complexe, vous n'avez qu'à me regarder, vous verrez que je suis d'origine chinoise par mon père. Et celui que j'ai remplacé l'est aussi. En Guyane, nous n'avons pas certains comportements, donc c'est une société extrêmement complexe. Et donc la stratégie que nous avons pour pouvoir tenir compte de tout ça, parce qu'il y a une dimension pas seulement économique, culturelle, sociale. Vous savez que si la France, à cause des lois qu'elle édicte, connaissait le taux d'immigration que nous avons, vous savez, Marine Le Pen, ça fait longtemps qu'elle sera au pouvoir. Ce que je veux dire, la Guyane supporte des problématiques très lourdes, et c'est pour ça, à cause de ces problématiques, il ne fallait pas que nous diminuions des moyens financiers que nous pouvions avoir. Et donc, cette première étape, c'est se muscler, se renforcer, préparer, mettre en place la technostructure, la compétence, faire en sorte que progressivement nous structurons nos filières. Et je parlais tout à l'heure du marché anti-Guyane qui est un frein à la structuration de nos filières. Nous sommes prêts à devenir quelque part, à cause de ce qui s'est passé chez nous avec le chlordécone, à devenir le grenier de la Martinique et de la Guadeloupe. L'immigration antillaise est très forte aujourd'hui. D'ailleurs, les produits qui arrivent, dès qu'ils arrivent, les Antillais, ils de la terre, et on vient dans la terre. Non, je ne sais pas une invitation à vous dire. Non, mais voilà, je veux vous dire cela. Quand je dis à ce jeune homme, c'était donc poursuivre ou réorienter.
nous avons fait le choix, dans un premier temps, de réorienter. Et la gestion des fonds européens nous donne aujourd'hui les moyens, parce que ce que nous voulons, c'est progressivement, à partir de ce qui existe, le tissu entrepreneurial de la Guyane est composé à 85% d'entreprises de TPE. C'est pas avec ça que vous faites une économie industrielle, que vous industrialisez un pays. C'est donc progressivement faire monter en puissance, amener les artisans à se regrouper pour faire face ou faire pièce aux grands groupes comme Vinci, qui comment dirais-je, sont impérialistes sur le BTP. C'est progressivement qu'il faut faire monter les compétences de ces artisans, leur apprendre à se regrouper. Voilà, les éléments de stratégie, c'est de la stratégie du pas à pas, construire, consolider, muscler pour faire face aux défis de notre territoire. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire pour résumer ce qu'était notre stratégie. Merci. Merci. Bonjour, je suis Marcel. Alors, monsieur Derrion a lâché le mot, valeur. Au fond, moi, je suis libre, parce que je me suis dit, notre société, effectivement, a besoin de valeur et pas d'idéologie. Néanmoins, je suis un petit peu sur ma faim, puisque je constate que les problématiques que nous connaissons en termes d'immigration et de sécurité chez nous, puisque nous entendons chaque jour des manifestations du genre plus jamais ça, et nous constatons, c'est toujours ça. Tout le monde est conscient que l'enjeu majeur, c'est justement le développement économique, qui forcément va déboucher sur l'emploi. Mais si ces deux éléments sont là et que de l'autre côté, nous avons un problème de sécurité, personnellement, je crois que c'est un élément qu'il faut prendre en considération dans toute sa mesure, les problèmes de sécurité sur le territoire, qui forcément a des incidences sur le développement économique, sur l'emploi et sur d'autres facteurs. Donc ma question est celle-ci, quelles sont justement les actions fortes amenées dans ce sens concernant la sécurité et les problèmes d'immigration que nous connaissons, qui forcément au bout de quelques années, en tout cas dans les années à venir, vont avoir des conséquences qui peuvent nous faire regretter un certain nombre de choses. Merci. Mais avant tout, je tiens à dire que je suis dans des rapports total avec les personnes qui pensent qu'il y a des droits et des gauches. La gauche a une idéologie bien précise et il n'a pas de profit. Et le fait de dire qu'il n'y a pas de droite et de gauche en Guadeloupe parce que nous avons des spécificités, je trouve ça très grave. Très grave parce que ça fait le populisme. Appelons-nous à le faire. Il parlait au départ de socialisme. Le socialisme, c'est là-dessus qu'il s'est posé. Et après, c'est le nazisme.
Donc je crois qu'il faut faire très attention. Je m'adresse évidemment aux politiques, mais aussi à nos politologues, parce que Julien Morillon tout à l'heure, je ne dis pas qu'il est dans le sens, mais il nous a quand même dit que ici, non. Ils sont étiquettes où les droits et les gauches ensemble. Je crois qu'il faut qu'on fasse une définition très claire sur l'impact de la gauche qui ne seront du tout pas pareil, fondamentalement. La question que je voulais poser donc, à nos deux éminents politologues eux-mêmes, c'est que depuis quelque temps, quoi qu'on dise, l'ordre européen en lui, nous savons que nous sommes très contradictoires, mais quand même, de plus en plus en nous, nous avons quand même une sorte de nationalisme, quoi qu'on dise, général, ici en progression. Cependant, aux élections, on l'a vu encore dernièrement, les Européens boudent les partis indépendantistes. Donc, ce que je voulais savoir de par vos analyses, chers politologues, dites-nous quelle est la raison pour laquelle le Européen boude les partis indépendantistes, alors que cet nationalisme est en nous. Voilà, la question que je pense que non, c'est fini. Ma question, c'est fini. Alors, on va se réponse maintenant. Il y a donc une question sur les actions fortes en matière de sécurité et d'éducation. Et puis, la question qui est posée sur pourquoi il faut rentrer. C'est la question que j'ai posée. Puisque effectivement, la ville est au stade pour moi. Et pas la question. Question pour le politique. D'abord, que faire, vous avez quelle action face à la sécurité et à la immigration? Effectivement, ce matin, nous avons prendre un peu sur l'évolution de loi de l'immigration, etc. Vous risquez peut-être de surprendre de m'enchanter en tant que président de parti. Mais il est vrai que ces notions de gauche et de droite n'avaient pas fait par raison, on a vu leur sens au niveau de la bonne. Pourquoi? Parce que ce sont des notions basées sur des idéologies qui sont dépassées ou encore inadaptées au niveau de la bonne. Aujourd'hui, cela se fait beaucoup sur les valeurs. Les valeurs de solidarité, de responsabilité, de courage, et là, c'est pour les dizer. Vous savez, nous sommes aujourd'hui devons subir, comme vous, les effets de la duplication administrative. C'est à la fois certainement un avantage d'appartenir à la République, mais souvent c'est un inconvénient sur nos territoires qui n'ont rien à voir avec les réalités. Lorsque, par exemple, dans le cas de la Guyane, pour parler illustrer un peu mon propos sur les normes et les règles, lorsque, pour la Guyane, on parle d'introduire la nature dans la ville, on rigole doucement en Guyane. Parce qu'on se dit que nous, chez nous, la question qui se pose, c'est comment introduire la ville dans la nature. Donc, vous voyez, donc, toutes les règles environnementales, écologiques qui sont édictées sont démis et sont déjà des chroniques d'échecs annoncés et au moins de contradictions entre le milieu et les règles. C'est ça notre problème. Et pour l'immigration, c'est la même chose. Dans un territoire de 66 millions d'individus, vous recevez mettons même 1 ou 2 millions d'immigrés, vous pouvez supporter. Lorsque les populations issues de l'immigration, légale ou illégale en Guyane, représentent pratiquement 60% de la société, vous commencez à avoir un problème. Et comme on ne peut pas donner de travail, parce que bien que nous ayons une longue tradition d'assimilation et d'intégration, eh bien on commence à avoir, comment dirais-je, l'insécurité. Et l'immigration qui pourrait être une richesse devient une sorte de fardeau très lourd à porter. Et ça a des conséquences dramatiques. C'est-à-dire que, par exemple, notamment dans la composition, dans l'éducation, lorsque dans des classes maternelles et primaires, dès le plus jeune âge, vous commencez à voir dans ces classes qui sont généralement surchargées parce que l'État ne donne pas les moyens, que les collectivités n'ont pas les moyens, dans une classe de 30 élèves, que vous avez des petits Haïtiens, des petits Brésiliens, des petits Surinamiens, des petits Chinois, des gens où on se mélange quelques créoles, mais dont l'origine, la langue maternelle n'est pas le français, vous imaginez les échecs scolaires auxquels vous vous exposez. C'est tous ces problèmes que nous devons porter. Et à cause des règles nationales de la duplication, ce que j'appelle la duplication administrative, nous ne pouvons pas réagir car cela relève des compétences régaliennes. Et donc il est difficile. Et c'est pour ça que le positionnement que nous avons pris d'aller doucement, de pouvoir affirmer ce que Julien
communément appelle le pouvoir local, la petite souveraineté, la petite patrie, appelez-la comme vous voulez, mais il y a nécessité que désormais nous nous positionnons dans le cadre de ce que font les pouvoirs publics au sens large du terme, c'est-à-dire qui associe l'État et les collectivités. Nous voulons nous positionner fortement, à la fois comme partenaire, mais comme interlocuteur de l'État pour être en face de l'État. Et je ne cache pas que mon président va à Paris là, demain, et je pense qu'il va parler fort, et qu'il va peut-être, je ne sais pas s'il va taper du poing sur la table, mais bon, ce n'est pas la bonne méthode en général avec l'État, mais il va dire un certain nombre de choses. Nous sommes décidés à ne plus cacher, à ne plus foutre la poussière sous le tapis, à mettre les choses sur la table. Et c'est ça, la première stratégie. Il ne faut pas que l'on croit, comprenant, même dans les discours politiques, qu'on va croire qu'on va essayer de presque tout le temps et que demain on va raser gratis ou ça ira mieux. Il y a un certain nombre de prérequis que nous devons réunir pour pouvoir avancer. Si nous ne faisons pas ça, quand je parlais tout à l'heure, et bien le monsieur qui m'a interrogé sur les TPE, les Guadeloupéens, d'une manière générale, les Martiniquais, à part la classe payée, vous allez dire que j'en ai après eux, mais n'ont pas le capital pour créer une entreprise. Il faut le temps, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question de savoir quel est le rôle de la collectivité. C'est d'accompagner, de soutenir. L'économie, c'est les entreprises, c'est des investisseurs, c'est du risque, c'est des initiatives privées. Ce n'est pas la collectivité. Les collectivités doivent créer les conditions pour favoriser l'éclosion de ces start-up, de tout ce qu'on voudra. Oui, alors bon, une espèce de réponse rapide parce que ces questions-là sont des questions qui sont lourdes. J'aimerais affirmer ici une première chose. La société guadeloupéenne, qui est en train de se construire depuis des années, vit en permanence avec ce dilemme d'être elle-même en utilisant les éléments qui nous sont fournis par l'autre. Je rappellerai que le premier autonomisme a été l'autonomisme colon. Et derrière cet autonomisme colon surgit la question de l'identité. Parce qu'après tout, plus vous fonctionnez dans un territoire, plus en vous regardant, vous savez que vous êtes différent des autres. Bien. Ça, c'est une réalité première, même si des fois, on prend conscience de sa différence quand on va être. Quand on va chez l'autre, l'autonomie dit qu'on est lui, et à ce moment-là, il faut se rendre compte qu'on n'est pas lui. Bon. Donc, cette question de l'identité, elle est permanente. Et j'étais content d'entendre Julien reprendre cette notion de la petite patrie. Nous, on est dans des espèces de discours où on croit qu'on commence à s'intéresser à l'identité à partir des mouvements indépendantistes. C'est entièrement faux. Allez relire tous les travaux, entre autres, de la Haute Guadeloupéenne, pour voir tout ce qui a été réalisé sur la valorisation du créole, la mise en place de l'académie régionale du créole, les travaux sur le carnaval, les travaux sur la culture locale. Cette idée, il y a une petite patrie et la grande patrie ne doit pas l'effacer. Comme si on s'appuyait sur une protection nationale pour construire un espace local dans lequel on construit sa propre liberté. C'était ça le discours, ça n'était pas forcément le discours indépendantiste, mais c'était la construction de l'identité locale. Et ces visions de l'identité évoluent progressivement. Et la question de l'indépendance surgit aussi dans un contexte international et national qui est assez particulier. La guerre d'Algérie, les grands mouvements de décolonisation, les relations les plus conflictuelles qui sont entretenues entre ces forces politiques nouvelles et les partis communistes traditionnels qui à l'époque étaient quasiment au pouvoir, ça donne des réalités où surgit l'émergence
l'émergence de mouvements indépendantistes un peu partout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la question de l'interrogation sur la pertinence des stratégies. Nous avons observé, pour la plupart, parce que nous sommes battus pour ça, et donc nous avons vu les difficultés rencontrées, nous avons observé des échecs. Nous avons tous observé des gens pour qui on s'est battu et qui ont patrimonialisé le pouvoir politique. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui vous parlent de bonjour et adieu, de la négritude, bonjour et adieu, l'indépendance. Il y a cette réalité-là. Deuxièmement, il y a aussi le fait que pas mal de questions nouvelles se posent, et quand on reste dans des réponses qui correspondent aux perspectives de la réflexion, on est un peu en décalage avec la société réelle. Et souvent, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas plus de nationalisme ailleurs que dans les mouvements qui se revendiquent de l'indépendance? Voilà un peu quelques éléments de la réponse pour vous dire qu'il y a une déconnexion entre les propositions qui sont affirmées et la manière dont la société s'approprie son territoire. Ok, merci. Alors, écoutez, nous allons conclure en demandant à chaque intervenant politique aussi pour la conclusion, oui, je voudrais remercier l'assistance, plus particulièrement de l'université. D'abord, je suis assez heureux d'être ici, même s'il y a eu quelques péripéties au sein de l'université. J'ai dit qu'il me voyait venir très souvent et régulièrement à l'université de Ouadou, à Fouillol. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis d'autant plus heureux d'être ici, que je suis un homme convaincu par la nécessité d'avoir une université, car je crois, et c'est d'ailleurs aujourd'hui, c'est fascinant, pour moi, on a une illustration magnifique. Je crois que l'université est le lieu de l'intelligence. Et le débat qui a eu lieu aujourd'hui, me semble devoir nous inciter à continuer à refaire. Quelque part, parce que Julien Mérion posait la question de la gouvernance, et notamment celle des relations que peuvent entretenir les élus politiques avec leurs électeurs, leurs administrés. Je crois que l'université, à travers elle, dans le cadre de ce département des sciences juridiques, il y a nécessité qu'il y ait une réflexion, que la réflexion soit partagée, que le débat politique ne soit pas strictement cantonné à la classe politique. Je crois que, comme caisse de résonance, comme, comment dirais-je, acteur de redéploiement du politique dans la société, je crois que l'université a un rôle à jouer. Donc, je ne dis pas que je reviendrai, parce que c'est un exercice redoutable, j'avais chaud, je transpirais, mais bon. Je crois que c'est quelque chose de bien. Et je souhaiterais, et d'ailleurs l'assistance était assez nombreuse, je suis même impressionné par le nombre de personnes qui assistaient. Je crois que c'est un exercice qu'il faudra renouveler régulièrement. Non pas jusqu'à le faire devenir un outil, parce que très rapidement il va tomber dans la banalisation, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut continuer. Je vous remercie donc de toute l'attention que vous m'avez prêtée. Merci beaucoup. Oui, donc je remercie et félicite le CACHI pour cette initiative qui nous a permis d'échanger au-delà des dernières élections régionales, mais sur le devenir des différents territoires et sur la situation politique. D'ailleurs, il y a fondamentaux comme le rapport des territoires avec le pouvoir central, même si dans chaque territoire, nous avons des situations de gouvernance différentes. Et cela nous a permis aussi, quelques semaines après les élections, de pouvoir échanger sur la situation et les perspectives qu'il pourrait y avoir. Il est vrai que les participants a précisé que sur les enjeux, nous n'avons pas suffisamment
prendre le temps de pouvoir les préciser, les définir, mais je reste convaincu que ce n'est plus une première et nous aurons à nouveau l'occasion de pouvoir s'exprimer et mieux expliquer quelle est notre démarche, notre stratégie et la conception que nous avons de cette gouvernance. Et nous le disons régulièrement, nous voulons non pas être les élus qui décident de tout, mais en toute concertation, parce que quand une stratégie est partagée, quand elle est mise en place en commun, cette stratégie est beaucoup plus pertinente. Et au niveau de la Guadeloupe, aujourd'hui, nous cherchons donc la performance. Merci. Merci. Merci également le moyen pour bien disposition de l'amphithéâtre. Merci, monsieur le voyant. Merci également sur nos intervenants politiques. Je ne sais pas si je passe pour vous, mais là, je crois qu'il était éventuellement pour le vue sur toutes ces questions. Merci, monsieur aussi, avec ces clients. Alors, à la prochaine.